Je voudrais vous présenter, évidemment, nous n'avons pas le temps, nous n'avons que 30 minutes, ce qui est extrêmement court pour vous présenter l'excellence opérationnelle. Je voudrais juste vous présenter 5 clés de l'excellence opérationnelle. Et pour ça, je casse un petit peu l'ambiance avec une citation de quelqu'un qui est très connu, qui est un japonais, qui dit « J'entends souvent des gens dire qu'ils sont trop occupés pour passer du temps sur l'amélioration. Je leur réponds qu'ils cesseront d'être occupés lorsque leur entreprise aura fait faillite. » Donc, beaucoup d'entreprises que je croise me disent « Non, mais nous, c'est pas pareil, nous, on est trop gros, on peut pas tomber, on peut pas faire faillite. » Moi, je travaillais dans un groupe de plus de 20 000 personnes qui a fait faillite en 18 mois. Donc, toute entreprise peut faire faillite. Avant de parler d'excellence opérationnelle, je voudrais l'illustrer par une petite histoire. J'étais en avance à un rendez-vous à Paris, dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de troquets, et donc je suis rentré dans un bar pour boire un café en attendant l'heure de mon rendez-vous. Et donc je m'assois, il n'y a presque personne dans le café, il y a juste une personne qui est à une autre table, et puis il y a le patron du bar qui discute avec un ami derrière le comptoir. Et en fait, j'attends. Et puis j'attends encore un petit peu, et finalement, quelqu'un vient me voir et me dit « Et pour le monsieur, qu'est-ce que ce sera ?» Donc je lui dis « Un petit café ». Et le voilà qui repart. Je le vois faire son café et je l'observe, c'est-à-dire qu'en fait, il prend le percolateur, il tasse avec le café, vous savez, il fait le quart de tour qui va bien, il appuie sur le bouton, il a mis la tasse, et il se retourne pour discuter avec son copain. Et là, je vois le café couler sur le bord de la tasse. Donc évidemment, au bout d'un moment, quand le café est terminé, il se rend compte du problème, et qu'est-ce qu'il fait ? Il refait un café. Donc il va jeter le café, la tasse au sale, il reprend une tasse, refait un café, le remet en place, ce coup-ci il vise bien pour être sûr que ça coule bien au milieu. Et puis il finit par faire son café, il me l'amène, et je ne sais pas ce qui se passe pendant le trajet, il a dû taper le coin du comptoir ou je ne sais trop quoi. Moi, le café arrive avec la petite barrette de sucre qui baigne dans le café, vous savez, vous avez peut-être déjà vécu cette aventure. Et donc en fait, quand je reçois cette chose-là, comment moi, en tant que client, je vis la chose ? Déjà, il m'a fait attendre, alors que je suis la personne la plus importante au monde. Et deuxièmement, il m'amène quelque chose dont la qualité est tout à fait discutable. Donc j'ai une impression, disons, mitigée. Alors évidemment, je ne vais pas faire un scandale comme s'il y avait un cafard dans une salade, mais quand même, j'ai une impression mitigée. Mais c'est surtout lui de son côté. Qu'est-ce que ça lui a coûté ? En fait, ça lui a coûté 2 cafés, mais moi, je vais en payer qu'un seul. Ça lui a coûté l'énergie, ça lui a peut-être coûté du temps aussi, parce que si on était arrivé à l'heure de pointe à 13h30, bien peut-être qu'en fait, il aurait perdu des clients parce qu'il ne livrait pas les cafés assez vite. Donc vous voyez, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas une affaire de grands groupes industriels, ce n'est pas une affaire de super techniques, c'est l'affaire de tout le monde, toutes les entreprises. À partir du moment où on a un client et on a des services, l'excellence opérationnelle s'applique. Nous sommes tous les mêmes. Les clients que vous fréquentez ne sont pas différents des miens et nous ne sommes pas différents de nos clients. Nous sommes tous des mammifères bipèdes qui nous voulons exactement la même chose, les articles de qualité, bon marché et fabriqués ou délivrés rapidement. Alors imaginons que vous ayez un processus, alors je parle de n'importe quel processus, ça peut être un traitement de facture, l'établissement de devis ou ce que vous voulez, un processus qui marche très bien, c'est-à-dire qui va très vite, donc les dossiers vont vite, mais par contre, de temps en temps, il y a des problèmes, il y a des défauts. Qu'est-ce que ça induit, ça, comme impact ? Bien, en fait, ça va... déjà, il va falloir refaire, comme celui qui a refait 2 fois son café. Donc, le fait de refaire, vous allez fabriquer 2 fois, mais ne vendre qu'une seule fois. Donc, vous allez augmenter vos coûts, et le client, lui, il va attendre. Donc, vous allez augmenter vos délais. J'ai fait une mission, il n'y a pas très longtemps, dans un syndic immobilier de Marseille, sur lequel on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire non pas aller plus vite, mais supprimer les défauts. Imaginons par contre que votre entreprise soit 0 défaut, mais que vous soyez lent. Donc ça veut dire que là, effectivement, vous prenez votre temps, mais il n'y a pas de problème, jamais, c'est 0 défaut. Quel est l'impact pour l'entreprise ? Il y en a quand même un. On pourrait penser que non, mais s'il y en a un. D'abord, si vous ne délivrez pas, vous ne pouvez pas facturer. Deuxièmement, il y a l'obsolescence, c'est-à-dire qu'en fait, le besoin qui a été exprimé au départ a peut-être changé parce que vous avez mis trop de temps pour y répondre. Et puis enfin, vous avez des structures avec des coûts qui sont fixes. Que vous fabriquiez 10 dossiers ou 50 dossiers par jour, ces coûts sont les mêmes. Donc vous augmentez vos coûts, vous augmentez vos délais. Finalement, la conclusion, c'est que si vous êtes lent ou que si vous faites du défaut, dans tous les cas, ça vous coûte très cher à fabriquer. Vos services vous reviennent très cher. Donc l'excellence opérationnelle, je l'ai synthétisée comme ça, mais on pourrait la synthétiser de plein de façons différentes. L'excellence opérationnelle, c'est finalement la capacité d'une entreprise, d'une organisation, à délivrer des services au plus près des attentes des clients, et je vais y revenir, dans les meilleures conditions de rentabilité, et en favorisant, et c'est un point essentiel sur lequel je reviendrai quelques secondes, en favorisant l'autonomie, l'initiative et la responsabilité des collaborateurs, c'est-à-dire changer de forme de management. Alors, les attentes des clients, on est tous d'accord, dans une entreprise, vous enlevez le directeur général, vous enlevez le directeur des opérations, vous enlevez le directeur financier, vous enlevez le DRH, l'entreprise va boiter, mais elle va fonctionner.
Elle fonctionnera peut-être même mieux, diraient certaines mauvaises langues. Mais en fait, si vous enlevez les clients, par contre, elle ne fonctionne plus du tout. Donc, on est tenu d'écouter la voix du client et de délivrer une promesse qui est ni trop peu. En excellence opérationnelle, on appelle ça le juste nécessaire. Le second point, c'est qu'effectivement, une entreprise, le but d'une entreprise, c'est gagner de l'argent. Donc, à part les entreprises ou associations caritatives, mais vous n'êtes pas dans ce contexte-là, donc votre but, c'est de gagner de l'argent. Donc, il faut maximiser la création de valeur. C'est quoi maximiser la création de valeur? C'est en fait s'assurer que tous les gens qui produisent dans cette entreprise créent de la valeur, c'est-à-dire créent quelque chose que le client est prêt à payer. Je vous illustrerai ça par un petit exemple juste après. Et dernier point, le plus important, c'est faire évoluer le management, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, c'est-à-dire favoriser la confiance, l'autonomie et l'initiative. Ce qu'on exprime souvent en excellence opérationnelle, c'est cette petite phrase « celui qui sait et celui qui fait ». Donc voilà comment je pourrais résumer en quelques phrases l'excellence opérationnelle. Alors, un petit exemple, c'est celui d'un passeport. On a tous fait fabriquer des passeports. Donc moi, j'ai eu la chance de visiter l'endroit où se fabriquent les passeports. Et donc, pour fabriquer un passeport, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez toute la matière nécessaire, le dossier, les produits, etc., pour fabriquer le passeport, eh bien, la fabrication de ce passeport prend 7 minutes. Il faut 7 minutes pour fabriquer un passeport. Donc, ce que vous payez, quand vous payez 100 € le passeport, vous payez pour ces 7 minutes. Mais vous, on va vous infliger 6-8 semaines de délai. Donc, on peut toujours aller voir Germaine, qui fabrique les passeports, et lui dire « Germaine, je pense que l'année prochaine, tu pourrais avoir un objectif plus ambitieux. Je pense qu'on pourrait passer de 7 minutes à 6 minutes. » Qu'est-ce que ça va changer pour le client? Strictement rien. Donc, en fait, en excellence opérationnelle, on appelle ça l'efficience. L'efficience, c'est la part du travail que le client est prêt à payer sur la durée totale. Donc ici, on a une efficience extraordinaire de 0,008%, c'est pas fameux. Et donc l'idée de l'excellence opérationnelle, c'est non pas de dire à Germaine d'aller plus vite, mais de supprimer ce qui ne sert à rien. Les attentes, les bannettes, les contrôles, les corrections, les ressaisies, toutes ces choses-là, le client n'est pas prêt à les payer. Donc ce qu'on va essayer de faire en excellence opérationnelle, c'est travailler à supprimer ces choses qui ne servent à rien et surtout pas à travailler plus vite. La deuxième clé sur laquelle je voudrais insister, c'est que beaucoup d'entreprises ont une orientation service ou poste de travail, c'est-à-dire qu'on doit optimiser la compta, ou on doit optimiser la facturation, ou on doit optimiser le lancement des devis. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en excellence opérationnelle, ça ne sert à rien d'optimiser un poste de travail. C'est le processus dans son ensemble qu'il faut améliorer. Je prends l'exemple des caisses au supermarché. Dans les années 50, une caissière tapait le prix sur sa machine. Et c'était un goulot d'étranglement terrible. Donc on s'est dit, c'est pas possible. Le client ne vient pas dans un grand magasin pour attendre aux caisses. Il vient pour acheter des produits. Donc on va accélérer la caissière. Et on a accéléré la caissière en lui mettant d'abord une douchette. C'était super, on n'avait plus besoin de réétiqueter. Et puis ça allait, donc elle passait ses trucs, son petit bip, 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 elle passait avec sa petite douchette. Mais force était de constater qu'il y avait toujours autant de bouchons aux caisses. Donc comment on pourrait faire pour accélérer encore la caissière ? Et là, donc, on leur installe des scanners 3D, que vous connaissez tous, ce qui permet de ne même pas viser, on passe les produits. Aujourd'hui, le temps de cycle, c'est le temps entre deux produits, est de 0,7 secondes. Est-ce qu'on a réduit les temps d'attente aux caisses? Absolument pas. En fait, on a juste déplacé le goulot d'étranglement. Et maintenant, le goulot d'étranglement, on l'a fait porter sur le client, qui, lui, essaie de faire la course avec la caissière. Et vous l'avez tous fait. Vous avez le caddie et vous préparez déjà vos sacs au fond, en essayant déjà d'imaginer une tactique pour aller au plus vite, pour remplir ce caddie, parce que vous savez que vous allez perdre la course. Donc, finalement, on n'a rien changé sur les temps d'attente aux caisses, en accélérant un poste en particulier. Ce qu'on essaie de faire en excellence opérationnelle, c'est d'améliorer le processus dans son ensemble. Ce n'est pas un poste qui nous intéresse, c'est le processus global. Troisième clé, c'est l'obsession de la mesure. Donc, il y avait un garçon que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, mais qui parfois a eu des fulgurances intellectuelles, qui s'appelait Lénine, et il a dit, en fait, « les faits sont têtus ». Et effectivement, les faits sont têtus. C'est-à-dire, vous pouvez mettre 1 million d'opinions, ça ne vaudra jamais un fait. En excellence opérationnelle, on ne s'appuie pas sur les opinions. Une opinion, c'est respectable, entendons-nous bien, mais c'est contestable. Un fait, ce n'est pas contestable. Une mesure, ce n'est pas contestable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va systématiquement transformer des opinions en faits vérifiables et non discutables. Edward Deming, qui est un statisticien à la base, mais qui a beaucoup travaillé sur la qualité, exprimait ça de cette façon-là. On ne peut pas piloter une activité si on ne sait pas la mesurer. Si vous ne savez pas mesurer, vous ne pouvez pas piloter.
Si demain, vous n'aviez plus de compteur dans vos voitures, on ne pourrait jamais vous mettre une amende pour excès de vitesse. Vous n'avez pas de compteur, vous n'avez pas de mesure, bien, vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse vous roulez. C'est pareil dans l'entreprise. Quatrième point important, réduire la variabilité. Alors, qu'est-ce que c'est la variabilité? C'est ce qu'on vit tous dans nos activités quotidiennes. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous émettiez des factures, mais que des fois, en fait, ou simplement le traitement des factures que vous recevez de vos fournisseurs, par exemple. Des fois, vous traitez la facture en 2 jours, des fois en 6 heures, des fois en 20 heures. Dans l'autre sens, c'est pareil. Vous proposez une prestation à des clients. Des fois, vous la proposez en 2 jours. Moi, j'ai travaillé pour un syndic, par exemple. Donc, comme je vous l'expliquais, donc un syndic, il va être soumis à de nombreuses demandes, ce qui vont du le vide ordure est bouché, le portail d'en bas, ça ne fonctionne pas, la clé du garage à vélo a été cassée, etc., etc. À partir du moment où le client va émettre une demande comme celle-ci, quelle va être la position de l'entreprise? Est-ce qu'elle peut garantir qu'elle va y répondre sous 24 heures ou sous 48 heures? Ou est-ce qu'elle va faire de son mieux? Réduire la variabilité, ça permet justement de garantir. Alors, je vous donne 2 exemples. Le premier, notre fleuron national, le TGV avec la SNCF, que tout le monde connaît. Et donc, 3 chiffres, en fait. Donc, 5 à 15 minutes, 31%, 21 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est 5 à 15 minutes? C'est le délai à partir duquel la SNCF considère qu'un train est en retard. Alors, on peut déjà trouver ça légèrement baroque, c'est-à-dire que vous avez le train qui arrive avec 11 minutes de retard et la SNCF vous dit non, il était à l'heure. Bon, en passant. Donc, il y a déjà ce petit gap-là. Et 31%, c'est le nombre de trains qui sont justement au-delà de cette limite. Donc, 31% des TGV de la ligne Sud-Est sont en retard. En retard au sens de la SNCF. Et quand on regarde le retard moyen, il est de 21 minutes. En face, vous avez le Shinkansen japonais. Le Shinkansen japonais, il transporte à peu près la même chose en termes de voyageurs, 800 000 voyageurs par jour. Mais les 3 chiffres sont ceux-là. 1 seconde. 1 seconde, c'est le délai à partir duquel un Shinkansen est supposé en retard. 0,6%, c'est le nombre de Shinkansen qui sont en retard. Et quand ils sont en retard, le retard moyen est de 24 secondes. Si vous voulez, dans un cas, on a une forte variabilité. Dans l'autre cas, on a une faible variabilité. On a même eu une anecdote où le patron de Japan Rail est quand même allé à l'équivalent du 20h s'excuser parce qu'un train était arrivé avec 20 secondes d'avance en gare de Kyoto. 20 secondes d'avance en gare de Kyoto. Alors effectivement, réduire la variabilité dans une entreprise, c'est très intéressant, mais ça ne se fait pas tout seul. Si les Shinkansen ont un tel niveau d'excellence, c'est parce qu'en fait les clients y participent. Je vous ai mis ici la photo d'un TGV, d'un quai de TGV à gauche, et puis le même quai de TGV de Shinkansen à droite. Déjà, vous remarquez qu'il n'y a pas de grosses valises. Ben oui, parce que le Shinkansen propose un service qui achemine les valises dans la journée ou à J+1 ou plus tard. Pourquoi j'irais m'encombrer d'une grosse valise dans le train? Il suffit de la confier à ce service-là, et le lendemain matin, je vais la retrouver à l'hôtel. D'autre part, les clients sont extrêmement disciplinés. Il y a des règles, il y a des marquages au sol, et il est hors de question qu'on s'éloigne des marquages au sol. Ce que je veux vous dire, c'est que très souvent, réduire la variabilité, atteindre l'excellence, ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Il faut y associer le client, il faut bâtir une espèce de contrat. Alors, effectivement, vous pouvez me dire, ça c'est l'industrie, c'est les transports, nous on n'est pas dans ce monde-là. Ici, je vous donne 2 exemples. Imaginons qu'on m'ait donné un code Wi-Fi en arrivant ici pour pouvoir me connecter. Et donc, je tape www.google.fr et ça ne marche pas. Eh bien, en fait, je vais retourner voir la régie en disant « le code que vous m'avez donné, il ne marche pas ». Parce qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui dit que Google ne peut pas être en panne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement à un tel niveau d'excellence qu'en fait, ce n'est pas possible que Google tombe en panne. Donc, c'est forcément autre chose. Et vous voyez, l'exemple d'Amazon en dessous est intéressant aussi, c'est-à-dire on va vous livrer le 1er décembre 2022 si vous commandez dans les 5 heures et les 6 minutes qui suivent. Si vous attendez pour commander et que vous êtes en dehors de ce délai-là, on ne garantira plus le 1er décembre 2022. C'est un contrat. L'excellence, c'est un contrat entre un client et une entreprise. Je vous montre que je suis légèrement atteint, donc je suis un traitement qui ne donne pas de super résultats, mais c'est vrai que je regarde l'excellence opérationnelle et elle se niche partout, y compris chez mon boulanger. Donc un matin, je vais chez mon boulanger, un des boulangers de mon petit village, j'ai 2 boulangers dans mon village, et je lui demande 2 baguettes, et voilà les 2 baguettes qu'il me sert. Donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que si j'ai de la chance, j'ai une grosse baguette. Si j'ai pas de chance, j'en ai une petite. Alors effectivement, je peux jouer aux clients difficiles et dire non, mais celle-là, vous la remettez, je voudrais la grosse. On peut faire ça, effectivement, ça arrive. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en général, je vais juste partir et ne plus revenir chez lui si j'en trouve un autre qui a un meilleur niveau, qui a des baguettes régulières, qui tient la promesse.
C'est même tellement vrai que chez ce client, un jour, j'achetais des pains au chocolat pour mon fils à une certaine époque, et un matin, il me dit « Dis donc, il était tout petit le pain au chocolat aujourd'hui ?» Donc je retourne voir le boulanger le lendemain, je lui dis « Mon fils, j'ai eu une plainte là en fait. » Donc j'étais gentil, hein, il ne s'agit pas d'être agressif, mais je dis juste « J'ai eu une plainte, j'ai eu un petit pain au chocolat. » Et la fille me dit « Ah ouais, c'est vrai, ça on a un vrai problème. Des fois il fait des gros pains au chocolat, le lendemain il en fait des tout petits. Ben c'est pas grave, tenez, je vous en donne 2 aujourd'hui. » Donc ça c'est la double peine en fait. Hein. Non seulement le client était mécontent, mais le lendemain on lui file 2 pains au chocolat, il va en payer qu'un. Hein. L'autre boulanger de mon village, là j'ai pesé les baguettes pour vous montrer ce que c'est qu'une faible variabilité. Hein. Et c'est là où vous voyez que je suis sérieusement atteint. Donc 266 grammes, 269 grammes. Là, en fait, on est dans « je tiens la promesse ». Et la promesse, tenir la promesse, c'est tout à fait différent de ce que vous entendez régulièrement. On a fait de notre mieux. Hein, ou sur certains messages d'attente, nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, ça ne veut rien dire. Nous reviendrons vers vous dans moins de 48 heures. Nous reviendrons vers vous avant demain 10 heures. Ça, c'est précis et c'est une promesse. Dans les meilleurs délais, c'est juste ce que les Américains appellent « best effort ». Donc, troisième clé, donc, toujours réduire la variabilité. Je vous montre que 99%, ce n'est pas suffisant. En excellence opérationnelle, on va aller beaucoup plus haut que 99%, parce que si on rapporte ces 99% à des événements de la vie quotidienne, ben, ça fait 380 000 cartes bancaires en erreur chaque jour en France. Hein. Donc, si on passe à 99,9, ça commence à être sérieux quand même, 99,9. Ça fait 130 crashs d'avions de ligne par jour. Si on monte encore d'un cran, 99,99, c'est 4 minutes de coupure d'eau chaque mois dans vos maisons. Nous, ce qu'on va essayer, ce qu'on va viser, ça ne veut pas dire qu'on le fait systématiquement, mais c'est ce qu'on vise, c'est notre espèce d'étoile, c'est ce qu'on appelle les 5-9, ce qui correspond à peu près à 90 secondes de coupure d'électricité par an. Et vous trouvez ça tout à fait normal dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas le soir en disant « Chérie, viens voir, j'ai appuyé sur l'interrupteur et ce soir, on a de la lumière. » Non, c'est normal. Pareil pour l'eau de votre salle de bain. Vous ouvrez l'eau, vous ne dites pas « Viens voir, ce soir, on n'a pas de l'eau boueuse. » Non, vous avez de l'eau potable dans votre robinet de votre salle de bain. Et pourtant, le processus est monstrueusement complexe. Donc, c'est ça l'excellence. Hein, on ne se pose plus la question. C'est comme Google, c'est naturel. Inverser le management, c'est le point numéro, la 5e clé que je voudrais partager avec vous. Alors, nous avons un management un peu traditionnel dans lequel, alors je ne sais pas si vous avez de temps en temps, comme tout le monde, je suppose que vous surfez un peu sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, on est dans un monde merveilleux, en fait, où tout le monde est chef de quelque chose. Hein, donc, tout le monde est responsable de quelque chose, chef, directeur, etc. C'est un monde merveilleux, à tel point qu'on se demande finalement qui fait les choses dans les entreprises. Et donc, plutôt que de passer, d'avoir ce type d'approche un peu humoristique, on va plutôt passer sur ce qui se passe dans un stand de F1 au pit stop. Le pit stop, ont été réduits considérablement. Là où il était d'environ 50 secondes dans les années 50, aujourd'hui, on est à moins de 3 secondes, des fois, au pit stop. C'est extrêmement rapide. Et je voudrais que vous soyez attentifs sur un point essentiel. Est-ce que vous pensez qu'il y a un client interne? Est-ce que vous pensez que le pilote, finalement, c'est le client interne de celui qui change les roues? Non, ce n'est pas le client interne. En fait, la seule et unique préoccupation de tous ces gens qui sont autour de la voiture, c'est quoi? Quelqu'un a une idée? Gagner la course. Pas faire repartir la voiture plus vite, pas mettre la roue correctement, pas nettoyer le pare-brise ou amener un café au pilote. Gagner la course. Et donc, ils partagent tous la même vision qui est gagner la course. Et vous voyez, il y a quelqu'un en bas de l'écran à droite là, qui est en train d'enlever une roue, puis il y en a un autre à côté qui va mettre la roue, la nouvelle roue. Il va la clipper. Est-ce que vous croyez que ce gars-là se retourne en disant « Jean-Mi, tu peux vérifier que la roue, je l'ai bien accrochée avant que la voiture reparte ?» Non, il n'appelle pas Jean-Mi, en fait. Il n'y a pas de contrôle. Parce que si on fait le contrôle, le pit stop, c'est plus 2 secondes, c'est 20 secondes, et on perd la course. Et c'est ce qu'on va favoriser dans ce management de l'excellence opérationnelle. L'autonomie et la responsabilité. Un peu moins de contrôle, un peu plus d'autonomie et de responsabilité. Alors, ici, je vous ai mis une très jolie photo de petits moutons. Pourquoi? Parce que c'est McKnight. McKnight, c'est le patron de 3M. 3M, c'est une boîte extrêmement innovante. Et en fait, il a eu cette phrase « Plus vous mettrez de barrières, plus vous aurez des moutons ». En France, et dans les pays occidentaux particulièrement, mais surtout en France, on adore les fiches de poste qui décrivent très, très, très précisément tout ce que doit savoir faire un collaborateur. En excellence opérationnelle, on va plutôt se concentrer sur des missions. Et votre mission, ça peut être juste satisfaire le client dans les meilleurs délais. Et tant que vous contribuez à ça, il n'y a pas de problème. Un jour, j'étais chez un client, on a mis un mur thermique, un mur anti-feu, enfin un mur thermique pour éviter que la chaleur se propage dans un atelier. Et le directeur de l'entreprise était très heureux de me montrer ce mur tout fait. Et il me dit « T'as vu Fred, on a fait ce mur et tout, c'est chouette, il n'y a plus qu'à le peindre. »
Alors, on travaille avec une petite boîte du coin, donc c'était une entreprise à Vitrolles. On travaille avec une boîte du coin, etc. Ils vont nous faire ça vite fait. Et puis, il y a un des opérateurs là, qui était au four qui dit « Moi, si vous voulez, je vous le peins, moi, votre mur. Moi, je sais peindre, j'ai l'habitude, je vous le fais. » Alors, le directeur, il dit « Ok, moi, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Tu me dis ce qu'il te faut comme matériel, et la peinture, ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, et tu peins le mur, il n'y a pas de problème. » Et le gars lui dit « Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça va me rapporter, en fait ?» En fait, il avait déjà un salaire, qui s'occupe du four ou qui s'occupe du mur, c'est pareil, en fait, en gros. Mais là, comme ce n'était pas sur la fiche de poste, ça méritait une prime. Il faut sortir de cette mécanique-là en excellence opérationnelle et s'orienter vers des missions. À quoi je contribue ? À quoi je contribue comme n'importe lequel des opérateurs de F1 contribue à gagner la course. Dans un management un peu traditionnel, qu'on a coutume de dire chez les anglo-saxons « command and control », eh bien, en fait, on donne des consignes, on donne des ordres, en gros, on donne des tâches, on distribue des tâches, et on s'assure que ces tâches sont correctement faites. Dans un contexte d'excellence opérationnelle, de lean management, donc, on va fonctionner complètement à l'envers. On appelle ça un management à l'envers. C'est-à-dire que les opérationnels savent comment faire. Quand vous allez voir votre chirurgien et qu'il doit vous opérer de quelque chose, vous ne lui expliquez pas comment tenir le scalpel. A priori, sinon, vous allez vous rendre ridicule. Il va vous dire, le chirurgien, c'est moi, en fait. Vous êtes le patient, en fait. Eh bien, dans l'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va favoriser le comment entre les mains de l'opérationnel. C'est lui l'expert. Par contre, quand il sera aux limites, il pourra attendre de son manager du soutien, de l'aide, de la formation. Et c'est ce qu'on va demander aux managers. Donc les managers vont donner le quoi et le pourquoi. À quoi tu contribues ? À quoi ça sert tout ça ? Parce qu'on a tous envie de contribuer à quelque chose. Et les opérationnels, eux, savent comment faire. Le quoi et le pourquoi, c'est l'affaire des cadres, des managers, et le comment, c'est l'affaire des opérationnels. Donc, si je synthétise, je sais que vous avez un planning extrêmement serré, donc je surveille mon bavardage, parce que je peux parler pendant des jours d'excellence opérationnelle, ça finirait par vous saouler réellement. Et donc, je vous ai mis ici une petite frise qui synthétise en gros les points. On en a vu 5, mais il y en a un petit peu plus. Le premier, c'est cette notion de voix du client. Alors, la voix du client, c'est quoi ? C'est quand le client vous parle, et il faut se méfier parce que, traditionnellement, dans les entreprises, la voix du client, c'est un peu la chasse gardée de certaines populations de l'entreprise. Les commerciaux, les marketeurs, la direction générale. Mais en fait, le client, c'est l'affaire de tout le monde. J'ai été chez un client où on a mis entre les mains des livreurs un petit questionnaire et on leur demandait de noter tout ce que les clients disaient alors qu'ils recevaient le produit. C'est-à-dire qu'on ouvrait la camionnette, on sortait le produit et on demandait au livreur « Écoute bien ce que dit le client quand il voit le produit et tu nous notes tout. » Donc il avait un petit carnet et il nous notait tout. Ça, c'est collecter la voix du client. Parce que la voix du client, elle passe pas systématiquement par le commercial. Elle passe par un standard, elle passe par un desk de livraison, par un atelier, elle passe par un call center. Tous ceux qui ont le client en direct, on appelle ça la frontière de l'entreprise, tous ces gens-là peuvent collecter et doivent collecter la voix du client. Deuxièmement, donc l'obsession de la mesure, j'en ai parlé, une mesure, ça vaut la vie d'un millier d'experts. On peut toujours écouter les opinions, mais les opinions, encore une fois, c'est tout à fait discutable, on va préférer de loin les mesures. 3, la force du terrain. Alors, les Japonais appellent ça le gemba. Le gemba, c'est qu'il faut aller voir là où ça se passe. Faut aller voir là où ça se passe. J'ai dirigé pendant pas mal d'années des développeurs informatiques qui étales convaincus d'avoir écrit le meilleur logiciel du monde. C'était un site web immobilier, c'était à l'époque pour Logikimo, et donc c'était un site pour les agents immobiliers. Et en fait, les agents immobiliers se plaignaient de l'utilisation de ce logiciel, ils trouvaient que ce n'était pas confortable, que ce n'était pas convivial, que ça buguait de temps en temps, que les temps de réponse n'étaient pas bons, etc. Et quand je demandais à mes développeurs, ils me disaient « Non mais, le client est vraiment con quand même, il est facile à utiliser notre logiciel. » Ah ben oui, c'est sûr, avec le client est un con, comme ça on a résolu le problème. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai embarqué les développeurs à aller voir un véritable agent immobilier et voir l'agent immobilier en train de travailler. Croyez-moi, ça a calmé tout le monde. De retour dans la voiture, on était à Toulon, le retour entre Toulon et Aix, il n'y avait pas grand monde qui parlait. Allez voir ce qui se passe là où ça se passe. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Créer davantage de valeur, j'en ai parlé avec les passeports, l'idée c'est pas d'aller plus vite, c'est surtout pas d'aller plus vite, c'est supprimer ce qui ne sert à rien. Raccourcir vos réunions, supprimer les bannettes, supprimer les attentes, supprimer les contrôles, supprimer les ressaisies systématiques, etc., etc. Toutes ces choses que le client n'est pas prêt à payer. Les points qu'on n'a pas abordés, et je passe rapidement dessus, c'est considérer chaque problème comme une opportunité. L'idée de l'excellence opérationnelle, c'est qu'on progresse grâce à la résolution de problèmes. Quand vous regardez quelqu'un dans une entreprise et que vous dites « celui-là, il a une sacrée expérience », c'est quoi quelqu'un qui a de l'expérience ?
Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est en fait quelqu'un qui a buté dans plein de situations et qui a trouvé les solutions pour s'en sortir. Eh bien, c'est ça qu'on va institutionnaliser comme mode de progression des collaborateurs, la résolution de problèmes. Et pour mettre la résolution de problèmes sur le devant de la scène et en faire un outil de management, il faut avoir un paradigme de pensée qui consiste à dire on recherche des causes, pas des coupables. En France, et dans les pays occidentaux d'une manière générale, quand il y a un problème, la première question qu'on pose, c'est qui ? On s'en fout de c'est qui, en fait. Ça n'a aucune importance. Ce qui nous intéresse, c'est comment le processus a pu permettre que cette erreur survienne. Et là, on apprend des choses. Standardiser, évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer ce que c'est que la standardisation, mais la standardisation, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure quand je vous ai montré le quai avec le Shinkansen, où vous avez les marquages au sol, où vous avez des gens qui sont disciplinés, qui les suivent. S'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de progrès. Partager visuellement, ça va avec un petit peu ce que j'ai dit sur les problèmes, c'est-à-dire qu'on va afficher le plus possible des situations, de telle manière à ce que les décisions du manager ne soient pas vécues comme des caprices d'un chef, mais comme la situation l'exige. Si vous affichez par exemple le stock de toutes les demandes du syndic qui sont en souffrance et qu'elles ont tout un petit papier, eh bien en fait, il n'y a pas besoin de dire il s'agirait qu'on se bouge pour réduire les stocks, tout le monde le voit. Et le dernier point, donc, c'est le management qu'on appelle inversé, avec cette petite phrase que je vous ai gardée, doux avec les équipes, dur avec les processus. Doux avec les hommes et les femmes, bien sûr. Dur avec les processus. Toujours se poser la question, comment le processus a pu permettre que cette erreur survienne. Il y a quelques années, j'ai été dans une entreprise qui fabriquait des volets industriels. Et un jour, je discute avec la directrice de fabrication et elle prend un coup de téléphone et je la vois qui se décompose. Donc elle raccroche, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Hier, il y avait 8 volets qui devaient être expédiés et il y en a un, on l'a oublié dans l'atelier. » Et donc, elle me dit je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle me dit « Ça, c'est Quentin. » Ça, c'est Quentin. À chaque fois, ça fait 10 fois que je lui dis, à chaque fois que tu bipes, tu penses à mettre le volet dans le camion, et puis voilà, une fois de plus, il ne l'a pas fait, moi c'est fini, je lui colle un avertissement. Je lui dis non, tu ne lui colles pas un avertissement, tu vas voir Quentin, et tu vas lui dire qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, c'est fait, le volet il n'est pas arrivé, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Et là, Quentin, il explique déjà qu'il n'a pas suivi la procédure habituelle, pour commencer, et qu'ensuite, effectivement, il a embarqué tous les volets, il les a bipés, mais il les a bipés en lot et non pas individuellement, il a oublié d'en mettre un dans le camion. Et on lui dit pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas suivi le mode opératoire habituel ? Parce que ce soir-là, j'étais pressé. Et pourquoi tu étais pressé ? Parce qu'en fait, c'était la demi-finale de la Coupe du Monde de football. Pour un Marseillais, la demi-finale de la Coupe du Monde de football, oui, c'est comme un être humain normal quand sa femme accouche en termes d'urgence. Vous voyez ? Donc pour lui, c'était, fallait aller très très vite, quoi. Fallait absolument rentrer. Okay ? Et on lui dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change ? Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Et lui, il nous dit, je suis pas technicien, je sais pas si c'est possible, mais ce qu'il faudrait, c'est que le lecteur de code barre soit au fond du camion. Ah oui, comme ça, vous êtes sûr que le volet, il est bien dans le camion. Sinon, vous pouvez pas le biper. Donc, si vous mettez un avertissement à Quentin, d'abord, Quentin va être très mécontent parce que c'est plutôt un bon gars. D'habitude, il bosse bien, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, vous ne saurez jamais ce qui s'est passé. Troisièmement, vous n'aurez pas l'idée d'amélioration. Donc, manager autrement, c'est doux avec les équipes et dur avec les processus. Je voudrais finir par cette petite phrase. On est dans un monde de l'immobilier ici. Donc, cette petite phrase de Kennedy, bien sûr, sur l'excellence opérationnelle. On m'appelle parfois quand la situation est, disons, mal emmanchée, et on attend de moi que je fasse des tours de magie. En fait, je ne fais pas de la magie, c'est juste du travail qui se fait avec les équipes. On leur donne envie de s'améliorer, on leur donne envie de contribuer à quelque chose, mais ce n'est pas de la magie. Donc cette petite phrase de John Kennedy est à méditer, le meilleur moment pour réparer sa toiture, c'est lorsque le soleil brille, pas quand il y a de l'orage. Je vous remercie beaucoup de votre attention.